Allez chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la quatrième vidéo bilan synthèse de ces 10 années de club fitting, club making. Quatrième et dernière sans doute vidéo ici à l'atelier où on va parler vraiment de matériel stricto sensu. Les prochaines vidéos se dérouleront probablement en extérieur sur Practice pour parler, je dirais, des problématiques que je vois le plus fréquemment lors des fittings, problématiques d'alignement, problématiques de centrage de balles, et voilà. Et je pense que oui, on peut faire une ou deux vidéos intéressantes à ce sujet, puisqu'elles ont bien sûr des incidences sur mon métier. Alors cette quatrième vidéo va parler d'un sujet qui me fascine de plus en plus, et qui me fait penser d'ailleurs, pardon de faire cette analogie, mais elle est captivante je trouve. Ça me rappelle quand j'étais enfant et que je lisais une bande dessinée qui s'appelait Torgal. Pas si parmi vous l'avez connu, bon, Torgal, voilà, une épopée fantastique, un peu médiévale, bon bref. Et Torgal était un champion de tir à l'arc, un champion inégalé. Et je me souviens de ces passages où on le voit rencontrer un homme qui fabrique des arcs et des flèches et qui lui explique que, en fonction des cibles, en fonction des circonstances, des distances, etc., eh bien, il y aura des arcs différents, des flèches différentes. Je referme la parenthèse. Mais c'est exactement la même chose dans un sac de golf. Et je trouve qu'en 2022, cette notion est totalement passée sous silence. Que mettre dans un sac de golf? Partant de l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre. Et là, on est vraiment dans le cas par cas. Même si cette vidéo, je vais dresser des généralités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de fitting, bien sûr, on parle de fitting de putter, on parle de fitting de wedge, on parle de fitting de fer, de bois, d'hybride, de driver, etc. Mais il y a une notion qu'on oublie, la plupart du temps, enfin que les journalistes oublient apparemment, ou les experts en matériel, c'est que qu'est-ce qui chapeaute tout ça finalement? C'est la réflexion sur la composition de son sac. Elle devrait même, j'ai envie de dire, passer en avant de toutes les autres, parce que c'est elle derrière qui va dicter les familles de fitting que l'on va faire. Autrement dit, la première constatation que je fais après ces 10 années, et je vais vous prendre des exemples pour être le plus concret possible. Combien de fois m'est-il arrivé, par exemple, même pour des très bons joueurs, de s'apercevoir que tel ou tel club était totalement obsolète? Combien de fois ai-je vu en fitting des individus, des golfeurs, qui avaient 14 clubs et qui n'en utilisaient que 8 ou 9 sur 14. Mon propre sac, ça y est, il est enfin à bout, après énormément de temps passé dessus. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, à une époque, je m'étais amusé avec 2 drivers. Un driver d'été, un driver d'hiver, pour schématiser. Et pourquoi pas? Alors aujourd'hui, je suis un peu revenu en arrière, mais cette idée est tout à fait pertinente pour certains golfeurs. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un golfeur et on se faisait très sérieusement la réflexion autour d'un café. Pourquoi pas 2 putters? Un putter qui serait excellent pour des putts courts et un putter qui serait excellent pour des putts longs, parce que souvent, effectivement, on s'aperçoit que c'est assez difficile de naviguer entre les deux. Et pourquoi pas? C'est tout à fait légal, rien ne vous en empêche. Moi, dans mon sac, bon, j'ai enlevé cette histoire de 2 drivers, même si je reste ouvert à ça. J'ai vu que ça pouvait tout à fait marcher. J'avais un driver plutôt pour du fade, un driver plutôt pour du draw. Bon. Aujourd'hui, par exemple, j'ai enlevé mon fer 5. J'ai fer 6, fer 4. J'ai juste joué sur les lofts pour être un peu plus cohérent, parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un hybride couteau suisse, j'avais besoin d'un fer 2 que j'adore pour les départs, et puis ce bois 3 auquel j'étais si longtemps réfractaire, j'ai fini par accepter l'idée que oui, pour certains parcours, j'avais besoin d'un bois 3. 15 clubs, lequel j'enlève? Bon, il ne m'a pas fallu longtemps pour le faire, et pour le comprendre. Le fer 5, c'est-à-dire que je peux tout à fait faire un petit coup de fer 4 pour trouver la distance d'un fer 5. Et au passage, c'est exactement ce qu'a fait mon ami Nicolas Joachimides. Alors voilà pour ces quelques exemples, mais qui sont terriblement importants à prendre en compte. Cette notion de composition de sac, je vais rentrer dans le détail, je vais aborder ce sujet, ces thématiques
en partant du putter et en remontant jusqu'au long club, le driver, on va dire, et vous donner mes synthèses, mes observations depuis 10 ans, et je vais tout particulièrement, bien sûr, m'adresser à des golfeurs débutants jusqu'à, je dirais, niveau intermédiaire. A tout de suite pour le détail de mes observations sur le sac des golfeurs. Le putter, on va commencer par lui. Je pense que tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que c'est le club le plus important du sac, c'est celui qui vraiment qui est le plus joué, entre 35 et 40% des coups sur une carte. Et ce qui est frappant au bout de ces 10 ans de fitting, de rencontres à l'atelier, parce que je commence toujours par une rencontre à l'atelier, où je mesure les clubs du sac des golfeurs, où on s'aperçoit souvent de problématiques de longueur, de poids, d'équilibrage, de cohérence, de loft, etc. Enfin bref. Ce qui est frappant, c'est qu'à la fin de ce contrôle technique, on pourrait dire, comme pour une voiture, très souvent le golfeur ne me parle pas de son putter, ou la golfeuse. Hein. Et donc j'attends, et voyant que le golfeur ne s'exprime pas à ce sujet, je lui dis, mais et votre putter, ça va? Et encore plus frappant, la grande majorité des golfeurs me disent, oh oui, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Et pourtant, de tous les fittings que j'ai fait sur les putters, et donc j'ai pas honte de le dire, j'en ai fait très peu au cours de ces 10 années, puisque les golfeurs ne m'interrogent pas à ce sujet, puisqu'ils pensent qu'ils ont déjà un outil parfait entre les mains. De tous les fittings de putters que j'ai fait, il n'y en a pas un seul golfeur qui est reparti avec le putter à l'identique. Dans 100% des cas, les golfeurs sont repartis notamment avec des clubs raccourcis. Et là, j'invente rien, de toute façon, le sujet m'avait tellement interpellé que j'ai fait des recherches sur Google, aux États-Unis notamment, pour s'apercevoir que oui, tous les experts du putting s'accordent à dire que les putters vendus dans le commerce sont trop longs pour une très grande majorité de golfeurs. Même des grands golfeurs, hein, c'est rien à voir avec le gabarit. Récemment, j'ai eu 2 golfeurs de plus de 1,80 m. Ils sont repartis respectivement avec des putters de 33 pouces et 32 pouces. Bien en dessous de putters de taille de femme. Alors j'ai plus les chiffres en tête, hein. J'essaierai de les retrouver si jamais il y en a parmi vous qui peuvent s'interroger à ce sujet, mais sachez que des grands champions sur le PGA de plus de 1,85 m ont des putters en dessous de 33 pouces. Donc, alors vous dire pourquoi ils sont vendus systématiquement à 35 pouces, ne me posez pas la question, je n'en sais rien. C'est un standard qui perdure depuis des années, voire des décennies. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que 100% des golfeurs qui sont venus me voir sont repartis avec des putters raccourcis, et que ce paramètre clé de la longueur d'un putter est extrêmement important dans la répétition des coups. À partir du moment, je conclurai là-dessus, tellement ça me paraît évident, hein, à partir du moment où on sait, ici c'est mon putter, hein, je sais que ma main gauche doit être embutée ici, tout le temps, parce que c'est la longueur qui me correspond, 33,75 pouces, je vais toujours le prendre à cette hauteur. Et non pas une fois ici, une fois ici, une fois ici. Ça a l'air de rien, mais l'essence d'un bon putting, c'est un putting régulier. Si vous changez à chaque fois votre prise de putter, la position de votre balle va changer, votre position par rapport à la balle, vos angles vont changer, et vous aurez systématiquement, selon moi, un putting irrégulier. Voilà. Donc, ça c'est captivant parce que c'est non seulement le fitting qui coûte le moins cher, parce que raccourcir un putter, changer le grip et le rééquilibrer, ça ne va pas chercher très loin en termes de budget. Et pourtant, le gain derrière sur votre carte de score va être phénoménal. Donc, petit message subliminal, interrogez-vous sur la pertinence des specs de votre putter et notamment sa longueur, le lie, le poids, l'équilibrage, au lieu de changer de marque de putter et de penser que tel modèle qui est nouveau va être meilleur que le précédent. C'est pas comme ça que ça se passe. Je referme la parenthèse sur le putter, on passe au wedge. Alors sur les wedges, je vais aller assez rapidement, toujours dans cette idée de comment construire un sac de golf intelligemment. Alors je pense que
ce que je peux dire au bout de ces 10 années, c'est que là aussi, hein, après le putting, le petit jeu, le short game, les wedges, compartiment extrêmement important pour progresser au golf, quel que soit son niveau, bien sûr, mais je vois trop peu de débutants ou de joueurs intermédiaires qui s'intéressent au wedge. Et le constat, c'est qu'il y a souvent un seul sand wedge dans le sac. Moi, je pense qu'en avoir deux, c'est quand même très pertinent, parce que c'est vraiment là qu'on va construire un petit jeu solide avec... En gros, si je schématise, moi, pour l'art du petit jeu, quel que soit son niveau, c'est vraiment d'apprendre à faire soit des approches basses qui vont rouler, des chip and run, on pourrait appeler ça, ou des bump and run, bon, ça dépend le terme, soit des approches lobées, dont il ne faut surtout pas avoir peur. Là, je ne vais pas refaire toute la thématique du bounce, etc., mais très clairement, pour moi, apprendre à faire des approches lobées ne requiert pas de technique insurmontable. Donc, raison pour laquelle, souvent, moi, je préconise à des débutants ou des joueurs intermédiaires d'avoir deux wedges dans leur sac, un gap wedge ou un A, ici de chez Tom Wichon, voilà, qui va faire, je dirais, 50 degrés, j'y reviendrai, et un deuxième, un lob, L, qui va faire 58 degrés. En me positionnant toujours de toute façon à moyen long terme avec le golfeur, en lui disant voilà, moi au jour d'aujourd'hui je vous préconise ces deux wedges, 50-58, et bien sûr, dans 6 mois, dans un an et demi, on intégrera un 54 éventuellement pour pouvoir peaufiner votre étalonnage. Mais partir sur deux, c'est pertinent. Ensuite, sur la notion des lofts, 50, 54, 58, là aussi, je refermerai le chapitre des wedges en disant que, vu l'évolution historique des lofts, des fers, et ça rejoint cette idée que la composition d'un sac, c'est se positionner de façon globale. Aujourd'hui, les lofts des fers sont arrivés à un tel point qu'il est rarissime, voire même ça n'existe plus, de trouver des pitching wedges au-delà de 46 degrés de loft. La moyenne est plutôt aujourd'hui à 45-44. Bon. Le raisonnement étant que pour avoir un étalonnage parfait, cohérent, consistant, et d'aller de 4 degrés de loft en 4 degrés de loft, eh bien, après un 46, on va trouver un 50. C'est pour ça que là, vraiment, moi je le pense, je le dis, les 52, 56 et 60 sont pour moi obsolètes aujourd'hui. On va les trouver dans certains sacs de joueurs professionnels, mais je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de proposer la trilogie 50, 54, 58 qu'on trouve dans la grande majorité des joueuses du LPGA, notamment, dans beaucoup de sacs de joueurs professionnels. Et pour les joueurs amateurs, très sincèrement, passer d'un pitching wedge qui fait 45 degrés de loft à un 52, je vois pas trop l'intérêt. Si on se positionne dans l'idée qu'on va positionner 3 wedges derrière. Par contre, si le joueur me dit, moi, je ne veux que 2 wedges après mon pitch, là oui, c'est un autre débat, effectivement. On va essayer de couper la poire en deux. On va faire par exemple un 52, 57, 52, 58, 53, 59, enfin, plusieurs scénarios sont possibles. Mais si le golfeur pense que le wedging est un compartiment sur lequel il va énormément progresser et à nouveau gagner beaucoup de points sur sa carte, partons sur la trilogie 50, 54, 58, à mes yeux beaucoup plus pertinente pour la grande majorité des golfeurs. Troisième famille très importante, où il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel, les fers, la série de fers. Alors ici, c'est sûr qu'il y a des constats évidents que je vois désormais au bout de 10 ans, et même qui m'ont fait changer de braquet, de façon de percevoir une série de fers aujourd'hui, à force de rencontrer des golfeurs, à force de faire des fittings, à force de discuter avec eux, etc. La première chose dont je me rends compte, c'est que les longs fers sont vraiment trop difficiles à taper pour la grande majorité des golfeurs.
Par long fer, j'entends au-delà du fer 7. Raison pour laquelle, aujourd'hui, dans de nombreux cas de figure, je m'arrête au fer 7 ou je m'arrête au fer 6. Vraiment, je m'interroge sur la nécessité d'avoir un fer 5 ou fer 6 dans le sac de nombreux golfeurs. Alors bien sûr, il y a ceux qui me diront « Ah Arnaud, j'aime beaucoup les fers, je veux absolument un fer 6, un fer 5. » Bon, pourquoi pas, je ne peux pas aller contre cette envie. Mais très clairement, s'il y a une innovation technologique énorme qui a été faite au cours de ces 30 dernières années, c'est l'hybride. Les hybrides ont été inventés pour remplacer les longs fers. Et clairement, on est gagnant à tous les niveaux, à part quelques rares exceptions de golfeurs. Ils ont un centre de gravité plus bas qui lève plus facilement la balle. Ils sont plus puissants, puisque la surface de frappe est plus grande. On peut avoir des faces, je dirais, trampolines sur des hybrides, qu'on peut avoir sur des fers, mais c'est plus rare. Ils ont une large semelle, donc un bounce effectif, qui permet de glisser facilement sur le sol, et faire notamment ce coup difficile, qui est la longue sortie de bunker. Moi, personnellement, une longue sortie de bunker, je ne me pose plus la question. Je sors mon fameux couteau suisse, l'hybride numéro 5, et je m'en sors très très bien. Pour toutes ces raisons, vraiment, je vous engage à réfléchir sur la nécessité de fer 5, voire de fer 6 dans votre sac. Très souvent, je m'arrête au fer 7. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que à mon niveau de clubmaker, je travaille avec des marques qui, certes, sont peu connues, certes, sont des PME, mais qui proposent des matériaux de très grande qualité. Et ces marques-là ont cet avantage pour moi et pour les golfeurs de pouvoir les commander à l'unité. Autrement dit, quand je commande du Wishon, ici j'ai un EQ1 NX par exemple, ou quand je commande du Orca forgé, je peux tout à fait commander une série de têtes du 7 au pitch. Rien ne m'oblige contractuellement à commander le fer 6 et le fer 5. Donc du coup, encore une fois, je vais commander ce qui est bien pour le golfeur, tout en ayant une très grande qualité de matériaux. Je ne pense pas qu'on puisse trouver ça ailleurs. Donc, et pour conclure sur ce point, je me positionne aussi à long terme. Je dis aux golfeurs, soyons prudents. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vous conseille de vous arrêter au fer 7. Par contre, si dans 1 an, 2 ans, votre niveau de jeu, votre vitesse de club, etc. feront que vous serez à même et vous aurez envie d'avoir un fer 6 et un fer 5, je peux vous le faire. Parce que je connais vos specs, parce que je pourrais commander une tête de fer 6 et une tête de fer 5. Donc ça, c'est quand même très important de le signaler. Ensuite, une autre thématique qui est vraiment très intéressante, c'est celle des fers à taille constante, qui ont eu un très grand succès il y a eu quelques années, avec Tom Wishon, avec Cobra ensuite, qui a fait les choux gras de la presse avec Bryson DeChambeau. Aujourd'hui, on peut constater que cette mode des fers à taille constante a un petit peu disparu. Et hier soir, par hasard, je pense, tout à fait par hasard, je suis tombé sur un forum avec cette idée qui est totalement fausse, et je vais vous dire pourquoi. À la question, certains golfeurs qui disent oui, mais pourquoi je veux des fers à taille constante? Et un golfeur qui répondait sur un forum, tout ça c'est du pipeau. De toute façon, regardez, sur le tour, il n'y a que Bryson DeChambeau pour jouer des fers à taille constante. Donc si c'est le seul, ça veut bien dire que ça ne marche pas. Et là, j'ai envie d'y répondre. J'ai envie de répondre très clairement. Pour moi, aujourd'hui, je l'affirme, si je devais, moi, débuter le golf, très clairement, je me ferais une série du 7 au pitch à taille constante. Tout le monde serait gagnant. Vraiment, je n'ai pas peur de le dire. Je ne vois en tout cas aucun inconvénient à le faire. Alors pourquoi Bryson est le seul sur le tour? Et là, c'est mon ami Nicolas Joachimides, il y a quelques temps de cela, qui m'a donné la réponse, qui est tellement évidente, même moi, je n'y avais pas pensé. Nicolas, donc, 25 ans sur le tour, est venu me voir, et il avait choisi ses têtes Cobra, et j'ai refait sa série de fers, les shafts, l'équilibrage, les grippes, etc. Et je lui avais posé cette question. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait que Bryson qui joue ça? Il m'a dit, Arnaud, regarde-moi. Depuis le moment où je suis venu te voir jusqu'à aujourd'hui, où je commence à m'adapter parfaitement à ces clubs, et je suis très heureux avec ces clubs, il s'est passé combien de temps? Alors j'ai réfléchi, et oui, effectivement, ça fait déjà 6 mois. 6 mois. Et il m'a dit, penses-tu qu'un joueur sur le tour serait prêt à sacrifier 6 mois de gains, serait prêt, j'ai envie de dire, à foutre en l'air sa carte
pour passer à des fers à taille constante. C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est vraiment ça la raison qui fait que Bryson est le seul à jouer ça aujourd'hui sur le tour. Aucun autre joueur professionnel, avec son coach, avec sa famille, avec les enjeux financiers que ça représente derrière, serait prêt aujourd'hui à prendre le risque de mettre sa saison totalement à l'écart pour justement passer à des fers à taille constante. Et puis, lui, il joue des fers à taille constante du fer 4 jusqu'au lob wedge. Donc, imaginez le temps que ça lui a pris pour peaufiner l'étalonnage, les hauteurs de balle qui ont changé, le spin qui a changé, les réactions dans le rough sur des fairways secs, etc., etc., etc. C'est beaucoup plus que 6 mois en la réalité. C'est facilement un an. Donc voilà, j'en suis convaincu. Mais par contre, pour revenir à un niveau de joueurs amateurs, qui devraient cesser justement de focaliser sur des célébrités du tour pour se dire ah il joue ça donc je vais jouer ça ou ah il joue pas ça donc je vais pas jouer ça. Non, ça c'est un raisonnement qui est totalement biaisé et j'espère que je me suis fait comprendre là. Je reviens à ce que je disais. Je suis convaincu au jour d'aujourd'hui que 100% des golfeurs seraient beaucoup mieux pour peaufiner leur swing avec leur professeur de golf avec une série de fers, je dirais du 7 au pitch à taille constante, à taille de fer 8, à taille de fer 7, voire à taille de fer 6 pour des très grands gabarits. Hein. Je l'ai fait. Après les wedges, c'est autre chose. Et puis, au-delà, justement, au-delà du fer 7, mon boulot à moi, c'est de me poser la question avec le golfeur, voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Et là, la palette de choix est très grande. Ça peut être des hybrides, ça peut être des fers, ça peut être ce qu'on appelle des driving iron, c'est-à-dire des fers différemment fabriqués, avec des shafts différents, qui vont optimiser la portée de balle, la hauteur de balle, etc. Mais en tout cas, cette idée d'avoir du set au pitch, des fers construits à l'identique, est tout à fait pertinente encore aujourd'hui, en 2022, même si il n'y a que Bryson qui les joue. Et conclusion, on n'est pas non plus obligé, par exemple, d'acquérir des EQ1 NX de chez Tom Watson pour se construire des fers à taille constante. On peut, par exemple, j'en avais parlé, c'était mon coup de cœur 2021, le modèle 989 CLA permet de le faire également, jusqu'au fer 7 par contre. Hein. Ou même, comme je viens de le faire pour une golfeuse, on peut braquer sur du Orca forgé. Alors, j'ai pas pu faire exactement du taille constante, mais j'ai fait au plus près. J'ai fait vraiment au plus près. Je lui ai fait une série de fers où il y a des très faibles écarts entre le fer 7 et le pitch. C'est tout à fait faisable pour un clubmaker. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire pour les fers. Et pour la suite, on va en parler dans 2 secondes. Voilà.